Daniel, 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 viens là, si tu veux. Bien, bonjour et bienvenue à la conférence de presse du groupe Crédit Agricole pour la présentation de son projet sociétal. Bonjour à tous les journalistes qui sont en ligne et à vous qui êtes présents dans la salle. Je vous rappelle que cette information est sous embargo jusqu'à 14h aujourd'hui et que nous allons donc vous présenter ce projet sociétal avec le président du groupe Crédit Agricole, Dominique Lefebvre. Pardon pour l'anecdote, il fallait bien que je gaffe. Raphaël Appert, premier vice-président de la Fédération nationale du Crédit Agricole et vice-président de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, Gaëlle Regnard, directrice générale de la Fédération nationale du Crédit Agricole, et Michel Gonzin, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du projet de groupe. Voilà, je vous laisse, Président, la parole. Bien, merci à tous, et puis je salue également ceux qui sont avec nous en visio. Pour présenter ce projet, c'est moi qui est en cause ou c'est le matériel? Ça va comme ça? Nul n'est parfait, hein, vous voyez. Je voudrais évoquer trois types de préoccupations et surtout d'intérêt pour nous qui ont articulé en fait notre vision du projet sociétal qui va être développé dans quelques instants, sans être trop long. La première, évidemment, c'est la transition climatique, sans aucune surprise, qui pour nous nécessite une refonte complète de notre industrie pour la décarboner, et pas seulement de l'industrie, de toutes les activités en réalité, et de toutes les activités humaines. Et on sait que c'est un enjeu qui est extrêmement coûteux, puisqu'on estime à 11 000 milliards de dollars dans les 10 ans la somme à investir pour procéder à cette décarbonation. Je suis d'ailleurs pas sûr qu'on n'aura pas quelques surprises en route, puisqu'on est encore à un stade assez préliminaire. Donc c'est un enjeu qui est massif et qui va changer complètement le modèle qui a été le nôtre depuis 150 ans, avec une économie qui s'est développée avec l'énergie. Et l'énergie étant assez carbonée à ce stade, en France particulièrement. Deuxième enjeu que le Crédit Agricole se devait de traiter, c'est l'agriculture, qui est elle aussi confrontée à toute une série de mutations que vous connaissez plus ou moins. Alors, l'agriculture doit évidemment imaginer comment réduire son empreinte sur la planète, mais aussi à des capacités de compensation, de stockage, de séquestration qui sont importantes, comme les sols et tous les sols des forêts, les sols agricoles ont une capacité de séquestration, et nous serons obligés, dans les années qui viennent, d'orienter les pratiques agricoles pour permettre cette séquestration. Donc c'est un premier enjeu qui est très fort. Le second, auquel on pense assez peu souvent, c'est que dans 30 ans, nous serons 2 milliards de plus, et donc il faudra nourrir 2 milliards de personnes en plus. Et ça va impliquer évidemment des efforts de production, et puis certainement des changements dans les systèmes d'alimentation qui sont pratiqués tout autour de la planète. Et puis le troisième enjeu que je me dois d'évoquer, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu mondial également, c'est le revenu des agriculteurs. Et pas seulement en France, hein, puisque une bonne partie de la pauvreté dans le monde s'abat sur les producteurs de denrées alimentaires, ce que peu de personnes savent. Donc des grands enjeux également en agriculture, qui sont pour certains d'entre eux connectés avec l'enjeu climatique. Et puis troisième enjeu qui nous semble extrêmement important, qui est lui aussi connecté aux deux premiers que je viens de citer, c'est l'enjeu d'inclusion sociale, parce que nous sommes convaincus qu'une transition de cette ampleur, des transitions de cette ampleur, ne peuvent pas se mettre en place si l'ensemble des populations n'y adhèrent pas. Il faut non seulement qu'elles y adhèrent, mais pas de manière négative, mais de manière volontariste et volontaire. Il faut qu'elles soient motrices, en fait, dans ces changements. Et il faut pour ceci que l'équité et l'acceptabilité sociale des changements qui sont conduits puissent permettre ces participations, ce qui est loin d'être facile, enfin chacun le sait. C'est une difficulté qui est majeure. Alors quel peut être le rôle et les responsabilités des acteurs dans ce changement qui est spectaculaire? En premier lieu, celui des acteurs publics, État, Europe, qui doivent définir un cadre, des normes, qui soient équitables, qui soient viables, qui soient incitatrices,
qui permettent aux acteurs de faire le job. Et en deuxième lieu, peut-être le plus important, il faut que l'ensemble des agents économiques, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les collectivités, les particuliers, fassent la métamorphose vers cette décarbonation. Et c'est là, évidemment, qu'interviennent ensuite les acteurs financiers que nous sommes. Premièrement, parce que nous devons mobiliser l'épargne que l'on nous confie pour l'orienter vers des investissements qui sont favorables, mais aussi vers des financements qui sont favorables. C'est un mouvement qui a commencé, c'est un mouvement, compte tenu des sommes que j'évoquais tout à l'heure, qui va devenir massif en fait. Et ceci va changer tous les métiers de la banque. À titre personnel, je pense que pas un de nos collaborateurs, pas un de nos équipiers n'aura exactement le même métier que celui d'aujourd'hui dans 5 ou 10 ans. C'est à peu près certain. Et c'est ça l'enjeu que nous avons en face de nous. Et puis le Crédit Agricole dans tout ça a un avantage qui est particulier d'eux même. Le premier, c'est qu'il est universel. Ses clients sont universels. Nous avons tous les types de clients possibles. Et donc c'est évidemment un énorme avantage pour démultiplier ces besoins de transition. Et puis le second, c'est notre proximité. Proximité avec les entreprises, avec les particuliers, avec tous les acteurs économiques qui nous permet de discuter avec eux, et de comparer ce qui est fait d'un côté et de l'autre, et d'avoir un rôle de conseil dans cette transformation qui vient compléter le rôle financier. Voilà pourquoi je pense que les enjeux sont extrêmement lourds. Ça peut faire peur, parce que si on ne fait rien et si on ne le fait pas à la bonne vitesse, nous sommes dans un mur. Nous aurons à affronter dans 30 ou 40 ans un chaos. Mais je pense que nous avons aussi toutes les ressources nécessaires pour le faire. Et le Crédit Agricole particulièrement est armé sur ce plan. Et puis, peut-être dernier élément, je sais qu'on nous qualifie depuis des décennies de banque verte. Ça tient à nos origines, aux couleurs de notre logo. Mais je pense qu'à cette occasion, non seulement nous pouvons être une banque verte, mais nous pouvons être une banque de la vie. Parce que les 3 transitions que je décris, elles concourent à permettre la vie à l'avenir. Et je pense que c'est un point qui est essentiel pour nous. En tout cas, ça nous motive énormément. Je vais passer la parole à Philippe dans un instant. Je voudrais vous donner rendez-vous dans quelques mois, parce que la démarche que nous entamons, nous la voulons transparente. Nous viendrons vous rendre compte des progrès effectués, des difficultés que nous avons rencontrées. Mais ce n'est pas une démarche de greenwashing, ce n'est pas une démarche d'apparence. C'est-à-dire que notre volonté, c'est d'engager l'ensemble du groupe massivement sur ces enjeux et donc de venir vous en rendre compte régulièrement sur la manière dont ça se met en place. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Philippe pour continuer. Bien, merci Dominique. Alors la question, c'est comment on fait ? Est-ce que ce que disait le président il y a un instant, qui consiste à mettre finalement tous ces enjeux au cœur de notre modèle, est-ce que c'est une formule de communication pour allécher notamment les journalistes et les médias que vous êtes, ou est-ce que c'est une réalité de management ? Moi, je pense que c'est une rupture brutale du mode de pilotage de nos entreprises. Je voudrais passer juste un instant là-dessus. On n'a pas mesuré à quel point, depuis des décennies, finalement, les entreprises pouvaient concentrer toute leur stratégie, tout leur effort, tout leur marketing, et ce n'était pas si simple que ça, sur la seule satisfaction individuelle de leurs clients. C'est déjà pas mal. Mais c'est ça notre culture. Et grosso modo, autour de ça, nous avions des autorités publiques qui fixaient des cadres réglementaires contraignants pour nous empêcher de faire des choses trop dolosives ou des actions correctrices dans lesquelles il y a la redistribution. Bref, l'intérêt grosso modo collectif et sociétal, c'était plutôt l'affaire des autorités, alors que les entreprises étaient mobilisées sur la satisfaction des intérêts individuels. La rupture brutale, c'est que nous voyons bien, je ne prends qu'avec l'exemple du charbon. C'est la première fois qu'au grand jour, on nous demande de ne pas faire quelque chose qui est parfaitement réglementaire, qui est parfaitement légal. Est-ce qu'il faut continuer à financer le charbon ? On pense que non. On a été la première banque à l'annoncer à la COP21 en 2015. Est-ce que c'est interdit ? Pas du tout. Et probablement, ça ne le sera jamais. Et donc, on est bien dans une rupture brutale qui consiste finalement, si on veut être dans ce mouvement-là, à considérer que nous ne pouvons plus nous contenter de satisfaire seulement, et Dieu sait que ce n'est pas si simple que ça, l'intérêt individuel de nos clients. Nous devons rajouter
une large contribution à l'intérêt collectif de la société. Et c'est pour ça qu'au-delà de la formule, nous devons changer nos modes de management pour passer de ce qu'on appelait traditionnellement des RSE, des politiques RSE qui étaient complémentaires, d'une certaine façon correctrices de ce que nous faisions par ailleurs, à de réelles politiques qui soient responsables et directement contributrices au nouveau modèle qu'il faut créer. Ça a l'air d'être une phrase, mais c'est un changement radical. Il faut passer de la responsabilité qui était rajoutée à une responsabilité qui est naturellement intégrée dans quoi ? Au fond, dans toutes nos activités. Et le deuxième point que je voudrais développer, parce que moi-même, je change en management, je change en attitude, je change en communication. Il y a encore peu, notamment aux assemblées générales de Crédit Agricole SA, il m'est arrivé avec totale sincérité de dire, au fond, vous nous pointez du doigt comme ayant financé des activités qui ne devraient plus exister, on voudrait une économie moins carbonée. Bon. Et nous répondions légitimement, parce que c'est la réalité, que nous n'étions que le reflet de l'économie telle qu'elle est. Et pendant des décennies jusqu'à présent, on nous a demandé de financer l'économie et non pas de la fabriquer. Là aussi, je voudrais pointer que c'est bien, mais c'est nouveau. Jusqu'à présent, on nous demandait de financer tout ce qui est finançable et tout ce qui est réglementaire. C'est la première fois qu'on nous demande, au fond, d'avoir un jugement sur ceux qu'il faut influencer positivement ou ceux qui, au fond, il faut influencer négativement. C'est la première fois. C'est un changement radical qu'on ne peut pas traiter simplement par des politiques RSE qui seraient qu'une partie de l'entreprise en tant que telle. Et donc, je voudrais affirmer, parce que les banquiers ne l'ont pas toujours fait, en tout cas, nous, le Crédit Agricole, on le dit sans hésitation, oui, on a une grande responsabilité aujourd'hui, parce qu'on a une capacité de traction, parce qu'on a une capacité d'influence, parce qu'on a une capacité de mise en mouvement et d'accompagnement qui sont considérables. On a, nous aussi, une grande responsabilité pour aider aux transitions qui sont nécessaires et à la fabrication du modèle économique qui est espéré, même s'il est flouté, même s'il est difficile à décrire. Et en tout cas, je ne voudrais pas que pour le Crédit Agricole, il y ait une quelconque ambiguïté. Nous ne resterons pas derrière une réalité qui est celle de notre rôle historique de financer l'économie telle qu'elle est, mais nous devons aussi participer autant que faire se peut, positivement, au fond, à influencer le plus rapidement possible les transitions qui sont nécessaires, de faire apparaître les modèles qui sont souhaités. Alors, la question suivante, c'est comment on s'y prend, mais cette fois-ci concrètement. Et je voudrais prendre que l'exemple des enjeux climatiques, mais comme le président l'a dit il y a un instant, on a aussi tout le volet agri-agro, il y en a le volet d'inclusion sociale qui sont liés pour nous, groupe Crédit Agricole. Mais je prends que les exemples climatiques. Vous êtes habitués à avoir depuis quelques années de grands engagements importants. J'allais dire symboliques, emblématiques, mais importants. Je le redis parce que ça nous est contesté de temps en temps que nous avons été la première banque, je le sais puisque je l'ai fait personnellement à la COP 21 en 2015, annoncer notre intention de nous retirer du charbon. Nous avons également annoncé, comme beaucoup d'autres banques d'ailleurs, qu'en France, que nous ne voulions plus participer au financement de l'extraction de pétrole ou de gaz non conventionnels, gaz de schiste ou les sables bitumineux. Nous avons rajouté que nous ne financerons plus d'extraction de pétrole ou de gaz dans l'Arctique. C'est très important, mais ça ne suffira pas. Voilà. Et quand il y a un regard un peu, comment dire, interrogatif, pour dire le moins, de la part de la société sur ces engagements, nous le partageons. Il va de soi que ça ne suffira pas, même si on en rajoute beaucoup. Pourquoi ? Parce que le nouveau modèle à créer, ça ne sera pas le résultat d'une somme de restrictions, de diminution, de renonciation à l'économie telle qu'elle est. Il faut aussi participer activement à la construction du nouveau modèle. Et le grand message que je voudrais vous faire passer, que Gaël et Michel vont développer dans le contenu, c'est que pour aller au-delà, pour aller bien au-delà de ces grandes annonces, ces grands engagements emblématiques, en fait, il nous faut aller en dedans. En dedans de quoi ? Bien de la vraie vie, du quotidien, de l'opérationnalité. Il faut que dans toutes nos offres, sur tous nos marchés, pour tous nos clients, et tout le temps et tous les jours, nous soyons facteurs d'influence, en prenant le risque de nous dire, mais du coup, vous allez influencer de façon un petit peu, comment dire, granulaire. Oui, mais cette granularité, elle va être à la puissance à la fois du côté systématique et de la permanence de l'action d'un groupe dont vous connaissez la taille. C'est ça que nous annonçons aujourd'hui en vous donnant un contenu, une nouvelle fois, que Michel et Gaël vont éclairer dans un instant, en ne pouvant d'ailleurs, et on est heureux de ne commenter que quelques-unes des principales premières actions que nous développons. Et pour conclure, je voudrais vous dire à titre personnel, en représentant les équipes et les équipiers du groupe Crédit Agricole, c'est que nous,
il y a longtemps qu'on est passé de la contrainte à l'enthousiasme et au fond à l'ambition. Et ce n'est pas qu'une question d'attitude là-dessus, mais je voudrais que vous-même, vous compreniez qu'on est otage de quelque chose en communication sur ces thèmes-là. Parce qu'à force de dire ce qu'il ne faut plus faire et non pas ce qu'il faut faire, on a quand même l'impression que tout ceci est négatif ou en tout cas contraignant en tant que tel. Il est vrai que les transitions qu'il faut mener sont des transitions pleines d'incertitudes. Pour une raison économique simple, c'est que, comme l'a dit le président, ce sont des révolutions nécessaires, mais qui n'ont pas le temps d'être spontanées. On ne peut pas prendre le temps de la longueur des cycles technologiques habituels. Ça prend des décennies. On ne peut pas prendre le temps que tous les business models s'équilibrent au fur et à mesure. Ça prend des décennies. On ne peut pas prendre le temps que tous les changements de comportement des acteurs économiques aient eu lieu. Il faut forcer la manœuvre en tant que telle, et donc c'est plein d'incertitudes. Mais la cible n'a aucune raison d'être considérée comme une punition. Elle n'a aucune raison d'être considérée comme autre chose qu'au fond un grand renouvellement du modèle, à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'opportunités. Et pour ne prendre que cet exemple-là, parce que je trouve qu'il est symbolique, pourquoi aurait-on déjà l'idée que si nous avions l'économie de l'hydrogène, du solaire et de l'éolien, ce serait moins porteur que l'économie du carbone? Il n'y a fondamentalement aucune raison à cela. Et donc, il y a longtemps que nous considérons, et maintenant c'est vraiment ce que nous matérialisons, le fait que notre projet sociétal n'est pas ni une contrainte, ni une forme de supplément d'âme qu'on va rajouter aux activités que l'on fait. Notre projet sociétal est quasiment au cœur de notre projet de développement. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier Gaël et Michel, qui portent d'une certaine façon à CASA et la Fédération le projet de groupe, l'entièreté du projet de groupe, vont vous présenter le lien que nous faisons concrètement entre ces ambitions sociétales et le développement global du groupe exprimé par son projet. Donc je passe tout de suite la main maintenant à Michel et à Gaël, je pense dans cet ordre-là, pour vous présenter les contenus. Merci Philippe. Alors, ça a été évoqué à la fois par notre président et par Philippe. Le projet sociétal du groupe Crédit Agricole va reposer sur 3 priorités. Vous les avez au tableau, des priorités qui ont été définies par l'ensemble des dirigeants et qui vont concerner toutes nos activités, tous nos métiers. Donc, première priorité, ça a été dit, c'est l'urgence climatique. Et nous devons justement agir pour le climat et pour ces transitions vers une économie bas carbone. Mais ça a été dit aussi, on ne peut pas faire des transitions énergétiques sans qu'elles soient inclusives. Et donc, il faut en même temps, en parallèle, renforcer cette cohésion et cette inclusion sociale. Et nous allons nous investir sur cette dimension. Et puis la troisième dimension, parce que nous sommes le Crédit Agricole, notre troisième priorité, c'est d'accompagner et de faire en sorte qu'on réussisse les transitions au niveau agricole et agroalimentaire. Vous avez ces 3 priorités qui sont ensuite déclinées en 10 engagements collectifs. Sur ce slide-là, vous avez les 3 engagements collectifs sur le climat. Vous voyez, donc le premier engagement est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Je vais y revenir. Conseiller et accompagner 100% de nos clients dans leur transition énergétique. Et puis également intégrer des critères de performance extra-financière dans toute l'analyse de nos financements. Vous avez en dessous de ces 3 engagements collectifs sur le climat, vous avez des illustrations très concrètes. Elles vous seront détaillées dans un dossier de presse qui vous sera remis après la réunion. Et puis surtout, nous allons, avec Gaël Régnard, illustrer quelques-unes de ces actions très concrètes que nous allons mettre en place dans le cadre de notre projet sociétal. Vous avez la même chose ensuite sur les 4 engagements collectifs que nous avons sur renforcer la cohésion et l'inclusion sociale. Donc vous le voyez, proposer une gamme d'offres qui n'exclut aucun client pour favoriser justement l'inclusion sociale et numérique également. Vous avez le deuxième qui est contribuer à redynamiser les territoires les plus fragilisés et notamment réduire les inégalités, favoriser l'insertion des jeunes, qui est très important au niveau de l'emploi et de la formation, et le dernier engagement collectif sur cette cohésion et inclusion sociale, amplifier la mixité et la diversité pour toutes les entités du Crédit Agricole. Donc, même chose avec des illustrations, nous y reviendrons également avec Gaël.
Et notre dernière priorité, réussir les transitions agricoles et agroalimentaires. Vous le voyez là également, 3 engagements collectifs très forts. Accompagner les évolutions techniques justement vers un système agroalimentaire compétitif et durable. Le deuxième, c'est permettre à l'agriculture française de contribuer pleinement à la lutte contre le changement climatique. Et puis enfin, contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire. Là aussi, des illustrations et nous y reviendrons. Alors, si on rentre maintenant dans la première priorité, qui est agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone. Premier engagement collectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, sur ce plan-là, d'abord, juste que vous ayez bien la structure. Donc, à chaque fois, on met la thématique, le constat, et finalement, on met ensuite comment on y répond par les engagements du Crédit Agricole. Alors, sur ce premier engagement, ça a déjà été évoqué par le président et par Philippe. D'abord, nous nous inscrivons complètement dans les engagements collectifs qui ont été pris par la place. Nous avons rejoint la Net Zero Banking Alliance et nous avons rejoint la Net Asset Owner Alliance. Net Zero Asset Owner Alliance, et donc nous nous engageons complètement dans ces engagements collectifs de place. Mais nous les complétons par nos propres engagements qui sont importants. Et donc, d'ici 2050, arrêt total de tout financement de projets sur les hydrocarbures non conventionnels, protection de la zone arctique, où nous excluons tout financement direct dans des projets pétroliers ou gaziers, baisse significative de notre exposition à l'extraction de pétrole de 20% d'ici 2025, et puis également 100% des fonds ouverts actifs d'Amundi, ce qui représente quand même 400 milliards, qui auront pour objectif une meilleure notation en matière de transition énergétique. Et puis également, ce que nous faisons, c'est qu'en parallèle, nous accélérons sur le financement des énergies renouvelables. 20 milliards d'euros seront engagés d'ici 2025 par Amundi, justement, dans les fonds dont l'objectif est explicite et d'un impact positif vis-à-vis de la société en matière d'environnement et social. Nous allons doubler la capacité de production des énergies et des installations d'énergie via Crédit Agricole Assurance pour atteindre 10,5 gigawatts justement d'ici 2025. Nous allons accroître l'investissement de CACIB de 60% sur les énergies non carbonées, et nous allons aussi créer une plateforme de conseil et de financement autour des projets hydrogène. Et puis enfin, nous allons accroître de 50% les financements de projets énergie renouvelable via notre filiale Unifergie, qui est filiale de Crédit Agricole Leasing et Factoring, d'ici 2025, ce qui représente quand même un projet sur 3 en France. Tous ces engagements que je viens d'évoquer, en fait, ils ont des caractéristiques communes. La première des caractéristiques, c'est qu'ils sont extrêmement ambitieux. Et ils vont nécessiter la mobilisation de tous les collaborateurs et de tous nos métiers pour les atteindre. Il ne faut pas les sous-estimer, ils sont ambitieux. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils vont véritablement transformer notre façon d'exercer nos métiers. La troisième caractéristique, c'est que vous voyez, c'est un engagement d'ici 2050, mais bien entendu, nous allons les jalonner avec des ambitions à 2025, à 2030, et bien entendu, nous allons les piloter pour sécuriser l'atteinte de ces ambitions à 2050. Mais une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas exhaustif, je pourrais leur trouver encore d'autres caractéristiques, mais il y en a une surtout sur laquelle je voudrais revenir qui est importante. Une de leurs caractéristiques communes, malgré toute l'importance que je viens d'évoquer devant vous, et vous voyez ces engagements, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ne suffiront pas. Et c'est ce qui a été évoqué par Philippe, ils ne suffiront pas. Si nous voulons qu'il y ait une neutralité carbone au niveau de la planète, l'Europe, la France, il faudra que nous allons au-delà de ça. Et donc, c'est ce que nous allons maintenant poursuivre, c'est-à-dire d'être en dedans de la vie réelle de nos clients, de tous nos clients, tous les jours, tout le temps, et qu'il y ait une mobilisation du Crédit Agricole dans tout son ensemble. Alors, dans ce en dedans, commençons par deux autres engagements, 2 illustrations de notre premier engagement. Vous le voyez, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup
de produits ISR, des green bonds, social bonds, etc. Maintenant, à partir du 1er janvier, vous voyez, avec la loi Pacte, on va pouvoir également, on va devoir proposer dans nos contrats des fonds ISR, des fonds de social bonds. On va avoir donc du coup accès, la clientèle aisée va avoir accès à finalement des produits pour donner du sens à leur épargne. Mais ces clients aisés, ce n'est pas toute la population, vous voyez. Ils sont nombreux, mais ce n'est pas toute la population. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est finalement donner accès à tout le monde à des produits d'épargne pour qu'ils puissent choisir et donner du sens à leur épargne. Et donc, nous allons lancer 2 produits, 2 offres, une gamme de livrets d'épargne vert qui va permettre aux clients de choisir où ils veulent investir, et nous leur donnerons une visibilité sur finalement l'utilisation de cette épargne dans les projets que nous finançons. Donc c'est plutôt là une épargne au service de la société. Et puis le deuxième produit que nous lançons, c'est un plan d'épargne vert. Là, c'est pour eux-mêmes, c'est-à-dire un plan qui va leur permettre de construire leur épargne, d'épargner au fil de l'eau pour ensuite mener leur propre projet de transition énergétique. Sur le deuxième engagement, là, nous sommes sur tout ce qui est mobilité. Vous voyez, nous souhaitons les accompagner 100% de nos clients sur cette transition énergétique au niveau de la mobilité. Nous avons une offre Agile Auto aujourd'hui via notre filiale CACF et CALEF qui porte les nouveaux usages via la LOA. Nous allons renforcer et élargir cette offre au niveau de la LLD. C'est la location longue durée pour nos clients entreprises professionnelles, pour justement qu'ils puissent réduire l'impact carbone sur leur flotte. Mais nous allons également l'élargir aux particuliers pour leur permettre eux aussi de bénéficier de ces nouvelles innovations qui prennent de plus en plus de place au niveau de nos clients particuliers qui sont la LOA et la LLD. Et puis, puisque s'il y a plus de voitures hybrides et électriques, il va bien falloir les recharger. Et en France, vous savez, on avait l'ambition d'atteindre 100 000 bornes en France. Nous sommes à peu près à 48 000, donc nous en sommes encore loin. Nous souhaitons engager le Crédit Agricole. Vous voyez, nous avons 8 000 agences en France, 10 000 en Europe. Et nous voulons mettre nos agences à disposition justement pour équiper les territoires de bornes de recharge et finalement permettre à tout le monde, quelle que soit sa région, de pouvoir consommer une voiture hybride ou électrique dans de très bonnes conditions. Et donc, nous nous engageons sur ce point-là. Toujours dans notre deuxième engagement, conseiller accompagner 100% de mes clients, là, nous sommes sur des problématiques qui sont très importantes. C'est comment accompagner nos clients à mieux se loger pour les particuliers, et puis également offrir à nos entrepreneurs des conseils de transition énergétique. Alors le besoin, il est là, je vous l'ai mis dans le constat. Vous avez 4,8 millions de logements aujourd'hui qui sont des passoires thermiques, notés DPE, F et G. Au-delà de ces 4,8 millions de logements, les 31 millions de logements en France mériteraient de toute façon, ont besoin de rénovation énergétique. Nous avons un besoin qui est très très fort, mais les clients particuliers ne savent pas par quel bout le prendre. On commence par quoi quand on veut rénover son appartement? Quelles sont les aides possibles? À qui je dois confier ces travaux? Est-ce que j'ai vraiment des entrepreneurs qui sont sérieux? Et nous voulons les accompagner de bout en bout. Et bien entendu, à la fin, par également le financement, nous voulons les accompagner de bout en bout sur ce besoin-là. Et côté des entrepreneurs, c'est la même chose. Les dirigeants d'entreprise sont sensibilisés, ils ont envie d'inscrire leur entreprise dans cette transition énergétique, ils savent qu'elle est vitale pour eux, mais là aussi, ils ont la même problématique. Je commence par quoi? Ça a un coût. Quelle est la bonne trajectoire? Quels sont les bons interlocuteurs pour justement mener cette transition énergétique? Donc nous allons bâtir en fait 2 plateformes, mais toujours plateforme rehaussée par l'humain, qui est notre modèle. Donc une plateforme qui s'appellera GECO-Rénov', mon logement pour les particuliers, et puis Objectif Transition énergétique pour les entrepreneurs. Et puis là, je passe très rapidement, c'est qu'en plus, en parallèle, nous intégrerons des critères de performance extra-financière dans tous nos financements. Ce qui permettra, ce n'est pas là pour sanctionner, au contraire, mais ça sera là pour engager un dialogue également avec l'ensemble de nos clients, entreprises, professionnels et agriculteurs.
Voilà, j'en ai terminé sur la partie des engagements collectifs et des illustrations qu'on voulait vous mettre en avant sur la partie climat. J'enchaîne, si vous le voulez bien, sur la deuxième priorité qui est renforcer la cohésion et l'inclusion sociale. Alors là, nous commençons par également un constat que vous avez bien entendu en tête, c'est que la population de plus de 65 ans et même de plus de 75 ans est en croissance très très forte dans toute l'Europe, dans le monde entier et particulièrement en France. Face à cette population, en plus, nous avons 11 millions de Français qui sont des aidants, parce qu'il faut bien aider nos aînés, et donc on a également beaucoup de mobilisation autour des aidants. Et nous voulons justement bâtir une offre pour les accompagner. Alors nous avons déjà quelque chose qui existe au Crédit Agricole, qui était bienveillir à domicile. Et donc nous nous sommes engagés. 7 caisses régionales sont en pilote. Mais on voit bien que sur cette problématique, il faut vraiment être au debout. C'est-à-dire à la fois, il faut accompagner les aidés, pour leur permettre justement de vivre le plus longtemps à domicile, leur proposer d'autres solutions, mais il faut en parallèle également avoir une offre au niveau des aidants, et c'est ce que nous allons bâtir autour de 4 thématiques: le confort et la sécurisation de l'habitat, la vie quotidienne, bien-être et lien social, finances, assurance et patrimoine. Voilà les 4 thématiques que nous allons voir avec eux. Ensuite, le marqueur suivant, sur l'illustration, sur toujours ce 4e objectif collectif, c'est que nous sommes une banque universelle. Le Crédit Agricole, c'est l'universalité. Et nous devons avoir une offre d'entrée de gamme accessible à tous. Nous avons déjà créé la banque au quotidien accessible à tous avec Eco, qui est de 2 € par mois. D'ailleurs, une offre qui a été copiée par l'ensemble des banques, donc ce qui prouve qu'elle avait vraiment beaucoup de pertinence et d'intérêt pour rendre justement un service à un prix modéré pour ces clients-là. Et nous voulons poursuivre en étoffant notre gamme complète d'entrée de gamme, accessible à tous. Et nous allons lancer dès janvier 2022 Éco-assurance auto. Le reste suivra, Éco-assurance MRH. Mais là, Éco-assurance auto, c'est finalement une gamme qui d'abord sera souscriptive en ligne ou en agence, une simplicité, une transparence dans la tarification, dans l'utilisation. Mais c'est une gamme qui ne renoncera pas à l'essentiel de couverture pour nos clients. Et notamment, il y aura une couverture corporelle de 2 millions d'euros. Il y aura l'accès à l'humain via les UGS ou les agences. L'UGS, les unités de gestion de sinistre en cas de sinistre, et les agences en cas de demande de conseil. Et puis, finalement, le renoncement, il est sur des choses comme le vol, le vandalisme, le bris de glace, qui permettent justement pour un certain nombre de clients qui n'ont pas besoin de ces couvertures-là, d'avoir une offre assurance performante. Et en plus, il n'y aura aucun critère d'éligibilité pour les jeunes pour accéder à ces assurances. Et je termine là simplement pour vous dire sur ce 5e engagement collectif, mais je vais aller très très vite. Vous connaissez l'engagement du Crédit Agricole sur les territoires, notamment les territoires les plus fragiles. On a un monde et une France qui se métropolisent avec 11 grandes métropoles qui tractent beaucoup de choses. Bien entendu, il faut accompagner ces métropoles, mais il faut aussi qu'on favorise et qu'on accompagne la dynamique économique sur les autres territoires. Nous sommes des engagés et nous allons encore renforcer notre engagement sur ces territoires-là. Voilà, je m'arrête là. Je laisse la parole maintenant à Gaëlle pour la suite des engagements collectifs. Merci Michel. Alors effectivement, j'enchaîne en vous parlant d'un sujet qui pour nous est extrêmement important, qui est le sujet de l'insertion des jeunes. On s'est beaucoup engagé pour les jeunes pendant la période Covid, en accueillant nombre de stagiaires et d'alternants. Et ce qu'on souhaite, c'est renforcer encore cet engagement, mobiliser l'ensemble du groupe, en France et à l'international, pour accueillir et former, et le mot formation est important, c'est évidemment un engagement de chacun, 50 000 alternants et stagiaires entre 2022 et 2025. Donc cet engagement-là, c'est une hausse de plus de 25% du nombre de jeunes qui sont accueillis sur les stages et sur l'alternance. Donc là, un engagement très, très fort en faveur de la jeunesse. Un engagement aussi très fort sur la mixité et la diversité, alors qui est vraiment basé sur une conviction très ancrée, qui est au-delà des sujets d'équité, le sujet de la mixité et de la diversité, c'est un sujet de performance de long terme.
parce qu'on sait très bien que les regards sont différents entre les hommes et les femmes, et que dans ce monde qui se transforme à toute vitesse, on a besoin de tous les talents. Et donc, l'engagement du Crédit Agricole en la matière, c'est d'atteindre entre 30 à 40% de femmes parmi les cadres supérieurs à horizon 2025, en fonction de ce que pourront faire les différentes entités, et évidemment d'irriguer l'ensemble des compartiments sur une mixité qui doit nous amener évidemment à pouvoir entraîner des jeunes femmes à s'engager pour le groupe et puis à prendre des responsabilités. On a déjà énormément d'actions en la matière. On a des actions en matière de mentorat, bien sûr, détection des potentielles femmes dirigeantes, accompagnement de ces femmes dirigeantes. On a des actions en matière de formation, on a des actions en matière de sensibilisation des comités de direction et bien sûr des actions vraiment qui sont ciblées sur les femmes pour les aider, évidemment, à prendre des responsabilités et les accompagner quand elles ont ce souhait. Donc, formation de 100% des collaborateurs et des élus sur ces enjeux et plus largement sur les enjeux liés à la RSE. Donc voilà une exemplarité dans nos politiques sociales qui doit nous apporter évidemment de la performance et attirer les talents chez nous. Alors voilà pour conclure sur la partie cohésion sociale et inclusion. Si on passe sur le dernier volet qui est celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur lequel Dominique a posé les enjeux, effectivement on demande à l'agriculture de répondre à des enjeux extrêmement forts qui sont à la fois des enjeux de souveraineté alimentaire, voire des enjeux de sécurité alimentaire, et Dominique a rappelé qu'on serait bientôt en 2050 10 milliards sur cette planète, et en même temps de répondre à des enjeux d'alimentation durable et de lutte contre le changement climatique. Donc il est évident que le monde agricole il est devant un défi extrêmement fort. Et bien sûr, en tant que premier partenaire de l'agriculture, on a 80% des agriculteurs qui sont clients chez nous. On est complètement embarqué aux côtés de l'agriculture française et de l'agriculture européenne pour relever ces défis et pour accompagner l'ensemble des agricultures sur des systèmes d'alimentation et de production qui soient plus durables et qui permettent à la fois de s'adapter au changement climatique, puisque l'agriculture est particulièrement touchée par les effets du changement climatique, mais aussi pour lutter contre les effets du changement climatique. Donc le premier engagement très fort, c'est d'accompagner l'évolution des écosystèmes alimentaires. Et bien sûr, il y aura besoin, Dominique l'a rappelé également, d'investissement, il y aura besoin de financement, parce qu'on va avoir des destructions de capital massives dans tous les secteurs de l'économie, et donc des besoins d'investissement très forts. Il va également falloir trouver des solutions technologiques ou techniques qui n'existent pas encore, et donc il va falloir innover. Donc pour ça, nous allons lancer un fonds de capital et de dette pan-européen, avec l'objectif de répondre aux besoins de ces entreprises du système agroalimentaire pour investir, pour innover et pour pouvoir évidemment accompagner ces transitions sur l'ensemble de l'écosystème agricole et agroalimentaire. Voilà pour un premier engagement très fort pour le monde agricole et agroalimentaire. Le deuxième, c'est de permettre à l'agriculture française de participer pleinement à la lutte contre le changement climatique. Donc on parle des émissions de gaz à effet de serre sur l'agriculture, mais l'agriculture, c'est aussi une solution au changement climatique, comme pour la forêt, puisque l'agriculture et la forêt, ce sont les deux secteurs qui permettent le stockage du carbone et donc qui permettent là aussi de participer à cette décarbonation globale de l'économie. Et donc, ce que nous souhaitons en la matière, c'est accompagner le développement de ce marché du carbone agricole qui permet de produire des crédits carbone qui peuvent intéresser évidemment un certain nombre d'entreprises et qui est un marché qui est encore assez émergent en France. Parce qu'il y a un certain nombre évidemment de caps qu'il faut pouvoir passer pour le développer. Et donc on souhaite s'investir fortement pour accompagner le monde agricole et le monde agroalimentaire et le monde des entreprises en général pour monter en puissance sur la captation, le stockage du carbone à travers la structuration d'un marché du carbone. Ça passe dans un premier temps par le soutien d'un certain nombre d'initiatives et d'opérations pilotes qui existent déjà sur les territoires et qui permettent de développer le marché du gré à gré du carbone. Donc il faut qu'on soit partout sur ces projets pour les favoriser. Et puis ça passera par devenir tiers de confiance dans les échanges de crédits carbone et pourquoi pas sur la mise en place d'une plateforme d'échange qui pourrait permettre de donner de la profondeur et donc finalement d'amplifier ce marché du carbone en France. Donc évidemment, c'est un sujet qui concerne l'ensemble du monde agricole français. Les organisations professionnelles sont très engagées, les coopératives également, donc ce n'est pas un sujet qu'on prend seul, c'est un sujet qu'on prend en partenariat. L'idée, c'est de pouvoir faciliter cette émergence et cette structuration du marché du carbone en partenariat
avec tous les acteurs qui sont déjà en train de se mobiliser sur le sujet. Dernier sujet, le sujet de la souveraineté alimentaire. Alors on en parle beaucoup ces temps-ci. La souveraineté alimentaire, elle est revenue sur le devant de la scène à l'occasion de la crise Covid. Alors il y a un constat tout simple, c'est que cette souveraineté alimentaire, elle sera d'abord assurée par les jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui. C'est eux qui feront l'agriculture de demain avec ces nouvelles pratiques. C'est eux qui feront la souveraineté alimentaire de demain et qui permettront également de participer à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire. On vous a remis quelques chiffres parce qu'on a là aussi des modifications qui sont intenses pour le monde agricole. On a aujourd'hui 45% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire qu'on est devant un enjeu de renouvellement génération qui est majeur. Il faut évidemment les accompagner dans un monde qui est celui aussi de la transformation de leur entreprise. Et donc notre engagement, on le redit vraiment très fortement, c'est de renouveler notre confiance et notre accompagnement envers l'agriculture française et évidemment envers les jeunes qui s'installent et puis envers les nouveaux agriculteurs qui rentrent dans ce métier qui est un métier passionnant et donc d'accompagner le plus grand nombre des 15 000 installations qui se font chaque année en étant évidemment extrêmement présent également dans le conseil. Donc ça sera bien sûr par les outils habituels de l'installation agricole, mais on va développer des solutions innovantes en matière de livret d'épargne, puisque Michel parlait tout à l'heure d'épargne verte qu'on pourrait flécher sur certains secteurs et notamment sur la transition agricole. Et puis on va mettre également en place là aussi ce qu'on appelle des plateformes, notamment une plateforme à destination des jeunes, Useful, qu'on va élargir au sujet agricole pour promouvoir l'emploi agricole dans les territoires en lien avec les organisations professionnelles agricoles. Voilà. Et puis enfin, nous aurons évidemment un certain nombre d'actions de concertation avec les jeunes agriculteurs et des développements également de plateformes de circuits courts pour permettre évidemment de raccorder le plus possible agriculteurs et consommateurs. Donc voilà pour les sujets agricoles. Et voilà également pour les 10 engagements qu'on a essayé de vous développer en leur donnant de la consistance et du corps. Ce sont des premiers éléments hein, et évidemment nous serons amenés à compléter tout ceci. Et puis comme l'a dit Dominique et Philippe, à vous rendre compte dans les mois qui viennent, parce que vous avez vu qu'il y a des choses assez fortes hein, qu'il va falloir structurer, architecturer. Il va falloir qu'on développe des partenariats. Et donc nous allons évidemment de toutes nos forces nous lancer dans dans ce plan d'action extrêmement ambitieux. Et puis nous allons mesurer l'impact de ces actions. Et pour ça, nous allons mettre en place un indicateur qui est assez innovant, je ne crois pas qu'il en existe d'autres du même type, qui s'appelle l'indice d'engagement sociétal. Alors de quoi s'agit-il? L'idée, c'est tout simplement d'aller interroger nos parties prenantes, la société française, non pas pour savoir ce qu'ils pensent de nos actions, mais pour voir la manière dont ils évaluent finalement notre impact en matière d'engagement sociétal. Donc, qu'est-ce que vous pensez de notre action pour l'agriculture, pour les territoires, pour l'économie, pour les jeunes? Et donc, on va prendre la température finalement de la manière dont on est perçu, non pas dans les moyens qu'on met en place, mais dans finalement les résultats qu'on arrive à rendre concrets partout en France, sur les territoires et puis plus largement dans tous les pays où le groupe est implanté. Donc, un indice d'engagement sociétal dès 2022 pour l'ensemble du groupe. Voilà pour, voilà pour finir cette présentation et évidemment donner pour le mot de la fin et pour synthétiser nos propos qui étaient nombreux, la parole à Raphaël. Je ne me hasarderai pas à synthétiser, mais vous l'avez compris. Ce matin, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un signal fort, le signal d'un groupe tout entier qui s'engage, serein, déterminé à contribuer, à accélérer des transitions indispensables, voire urgentes. Fort de notre identité coopérative et de notre raison d'être, bien sûr, fort de notre responsabilité de premier financeur de l'économie, et plus avant, de ce qu'attendent de nous 24 millions de clients en France, 54 à l'échelle internationale, qui attendent qu'on les accompagne dans ces transitions. Fort également d'un modèle de banque universelle qui nous a permis de créer des fleurons dans de très nombreux métiers et qui sont déjà très actifs en tant que conseil, investisseurs, émetteurs. Et donc, je pense à Amundi, à Crécole Assurance, à CACF, à CACIB, dont les dirigeants sont présents et répondront avec plaisir à vos questions. Fort également d'une organisation décentralisée qui veut qu'on soit partout responsable en proximité et on s'engage et qu'on connaisse finement nos territoires. Et nous sommes convaincus que les solutions viendront souvent des territoires. Qui mieux que la Caisse régionale des Savoies peut aborder les défis de la montagne avec des enjeux très importants pour ses salariés, pour son économie. La Caisse régionale de Toulouse s'engage pour imaginer l'avenir de l'aéronautique.
La Caisse régionale Normandie-Seine a travaillé activement à mesurer le niveau de vétusté des habitations sur l'ensemble de son territoire et pour essayer de mesurer les enjeux en termes de refinancement et d'accompagnement des particuliers pour faire face aux besoins tout simplement d'accompagnement de gains d'énergie. Et ça concerne tout le monde. Donc concrètement, cette logique de territoire et de métier nous donne une force essentielle. Mais ce qui compte surtout, c'est que vous entendiez que ce sont 170 000 salariés à l'échelle mondiale qui sont tous formés, 37 000 élus. Ça, c'est notre système coopératif. Toutes nos entités et toutes nos activités, comme l'a dit Philippe, qui vont intégrer au quotidien et dans leurs activités ces préoccupations, ils n'ont pas à côté. Voilà, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Effectivement, ouvrir la séance des questions-réponses échanges. Je voulais également préciser dans cette séance la présence d'Aude Triquet, le président de Touraine Poitou, qui est également le président du comité du projet sociétal, mais également donc 4 directeurs généraux adjoints de Crédit Agricole SA, Valérie Botson en charge d'Amundi, Philippe Dumont en charge des assurances, Stéphane Priamy en charge des services financiers spécialisés et Jacques Ripoll en charge du pôle grande clientèle. Voilà, nous allons lancer cette séance de questions, bien sûr en salle et à distance. Pour les personnes à distance, nos amis journalistes à distance, si vous pouvez à ce moment-là mettre votre caméra, ça serait plus agréable de vous voir. Et on le fera à la volée de vos questions. Je vous laisse les poser, que ce soit en salle ou à distance, sachant que Charlotte va vous passer le micro en salle pour que nos amis à distance vous entendent bien. Bonjour, Mathieu Robert d'Agrapresse. J'avais besoin de précisions sur 2 mesures agricoles. La création d'abord du fonds d'investissement Agri-Agro. Je voulais savoir ce qui existait déjà chez vous en la matière, qui était le calendrier de mise en œuvre et peut-être si vous pouvez préciser les cibles d'entreprise que vous visez, est-ce que c'est plutôt agri ou agro justement. Et sur le marché du carbone, savoir ce que vous entendiez par tiers de confiance, quelle place vous voulez avoir dans ce marché à l'avenir, et est-ce que vous travaillez déjà avec des entreprises qui commencent, il y a des startups qui font ce métier-là d'ores et déjà, est-ce que vous voulez travailler avec elles ou les concurrencer? Okay. Bon, je me ferai compléter. On est quelques-uns à pouvoir vous répondre sur ces sujets-là, en tout cas apporter un début de réponse. Alors sur le fonds d'investissement sur l'agri et l'agro, cible principalement les entreprises de l'écosystème agroalimentaire, mais assez largement, parce que quand on parle de solutions pour je dirais, accompagner des transitions, on parle aussi bien de l'amont agricole, les semences, les traitements, etc., que de la manière dont on va ensuite concevoir l'alimentation durable de demain. Donc c'est très très large dans sa conception, et pour tout vous dire, on n'a pas totalement encore défini le spectre, mais on est plutôt dans un spectre très ouvert. Et donc c'est plutôt agroalimentaire. Sur l'agriculture, il y aura des enjeux en matière d'accompagnement de l'innovation. On est en train de regarder, on est déjà au capital d'ailleurs d'un certain nombre de startups qui proposent des solutions innovantes pour accompagner l'évolution des pratiques agricoles, et on verra quel est le bon moyen d'accompagner les exploitations agricoles. Et vous savez qu'elles sont beaucoup plus appétentes et adaptées à plutôt des financements que de l'intervention en capital. Sur ce qui existe déjà, nous avons un fonds chez IDIA qui s'appelle CA Transition pour l'agriculture et l'agroalimentaire, qui fonctionne. Je pense qu'il y a déjà investi, mais j'ai plus le montant en tête, donc soit on vous le donnera, soit un de mes collègues aura une meilleure mémoire que moi sur le sujet. Sur le sujet du carbone, alors je vais essayer de me rappeler de toutes vos questions. Sur la première, j'ai oublié. Oui, alors tiers de confiance, l'idée c'est que finalement il y a une offre, il y a des attentes, et il y a un marché qui ne se forme pas encore complètement pour des questions assez diverses, de labellisation qui est assez récente, de prix du carbone, et donc de capacité des agriculteurs à produire, mais aussi d'intérêt d'un certain nombre d'entreprises à investir sur du carbone français plutôt que sur du carbone issu d'autres régions qui serait plus accessible. Et donc tiers de confiance, c'est quoi? C'est d'essayer de raccorder cette offre et cette demande avec un certain nombre de partenaires pour voir si un certain nombre d'investisseurs qui auraient une vision du carbone qui s'associerait avec un intérêt
plutôt investir sur un territoire en proximité pourrait être trouvé. Donc là, on peut avoir un rôle parce qu'on est en contact de beaucoup d'investisseurs, bien sûr. Et puis, c'est évidemment un marché, si on se dit qu'à terme, c'est un marché qui peut prendre de la profondeur et rentrer dans un sujet, dans des flux d'échanges plus intenses, à ce moment-là, on est quand même équipé en matière technique et de compétences pour structurer, pourquoi pas, une plateforme d'échange sur le sujet. Mais ça, c'est encore de la prospective à ce stade. Alors, vous avez raison, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les initiatives sur le terrain. Et vous avez raison, il y a pas mal de startups qui se lancent sur cette activité-là, notamment pour, par exemple, mesurer la capacité qu'a un sol à stocker du carbone, le niveau auquel il le fait, etc. Et donc, nous avons des caisses régionales qui investissent aux côtés des startups sur ces sujets, soit en compétences, soit en mise en relation, soit parfois dans le capital. Mais on développe des partenariats avec plusieurs startups et on est amené à continuer à le faire. On échange aussi beaucoup avec nos partenaires agricoles sur le sujet. On va prendre une question à distance. Bertrand de Meyer. Bonjour, Bertrand de Meyer pour le Chiffre Quotidien. Merci pour la présentation. Mes deux premières questions portent sur la mesure de la performance extra-financière, qui est, je crois, votre troisième engagement que vous présentiez dans les slides. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, notamment sur les outils qui peuvent être mis en place? Premièrement, et deuxièmement, sur l'indice d'engagement sociétal que vous annoncez lancer dès 2022, à quoi cela correspond? Comment est-il construit? Quel est finalement le mode de construction de cet indice? Merci. Je vais prendre la première question sur la note de performance extra-financière. En fait, c'est une note qui va être composite. On va prendre en fait, on va regarder la politique environnementale des entreprises, on va regarder leur politique sociale, on va regarder également leur gouvernance. Finalement, on va intégrer les critères ESG tels que vous les connaissez pour vérifier justement si l'entreprise, au-delà de ses performances économiques dans son secteur, elle est bien finalement dans cet accompagnement et dans cet engagement vis-à-vis des transitions et notamment tous ces critères environnementaux, sociétaux et puis en termes de gouvernance qui seront indispensables justement pour la pérennité et le développement des entreprises à l'avenir. Et on va construire un outil autour de ça pour l'industrialiser, parce que vous l'avez compris, ça va pas concerner, on va descendre de façon granulaire, mais ça va pas concerner uniquement à terme que les grandes entreprises, mais on va essayer de mettre cette note extra de la performance extra financière sur l'ensemble de notre clientèle. Encore une fois, dans l'esprit d'engager un dialogue et de regarder comment chaque entrepreneur, chaque entreprise s'inscrit dans ces transitions indispensables, encore une fois, à leur pérennité. Et je peux laisser la parole à Jacques pour compléter cette réponse. Oui, alors plus spécifiquement sur la partie grandes entreprises, il est clair que ça suppose d'avoir une analyse assez fine, secteur par secteur d'activité, sur la façon dont les entreprises s'engagent dans cette transition énergétique. Donc de notre côté, on met en place une méthodologie qui permet quelque part de mesurer le degré de transition du modèle économique de l'entreprise pour lutter contre le changement climatique. Comme le disait Michel, ce n'est pas un outil pour sanctionner les entreprises, c'est un outil de dialogue. Donc l'idée, c'est d'avoir à intervalles réguliers avec les entreprises une discussion sur où est-ce qu'ils en sont dans ce cycle-là. Et effectivement, progressivement, d'être capable soit de financer cette transition, parce que comme le disait un peu plus tôt Philippe, les montants en jeu sont absolument colossaux. Et parfois, quand on a le sentiment que ces entreprises ne vont pas dans la bonne direction, d'essayer de pousser au maximum à travers une limitation que l'on met sur certains financements ou une réorientation de nos financements dans la bonne direction. Donc c'est vraiment l'idée d'accompagner les entreprises les plus vertueuses et d'aider à cette transition énergétique à travers cette méthodologie de mesure de la transition énergétique engagée par chacun des acteurs. Alors l'IES, comment ça va marcher en 2022? Déjà, vous dire que l'IES, ça existe en fait au sein du groupe. C'est pas quelque chose qu'on lance from scratch. En fait, les caisses régionales ont été
à l'origine de la construction de cet indicateur dans le cadre de leurs ambitions à 10 ans qui a été présenté en 2019. Et elle visait déjà à mieux comprendre la perception que générait leur action sur les territoires. Donc on a fait un premier pilote, une dizaine de caisses, puis je crois qu'il y a maintenant 30 caisses qui mesurent un indice d'engagement sociétal. On est en train de recueillir les résultats. Donc on a déjà un outil qui fonctionne. Là, l'enjeu, c'est de le porter à l'échelle du groupe et puis à l'échelle aussi de notre projet sociétal en réorientant sans doute un certain nombre de questions pour qu'il soit révélateur des enjeux dans lesquels on s'engage. Mais on pense qu'on peut y arriver assez simplement puisqu'on a déjà une première base qui fonctionne et qui nous apporte beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alexandra Jmandari de Bloomberg. J'ai deux questions. La première sur vos ambitions de réduction des émissions de carbone de la banque en général. Vos actions sont très claires. Juste pour la mesure de vos réductions de scope 1, 2, 3, est-ce que vous avez... il y a une autre banque en France qui a fait valider son plan de réduction par le SBTi, qui est assez reconnu. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire également ou est-ce que vous êtes dans cette démarche ou pas du tout? Ensuite, pour la diversité, la mixité, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le pourcentage de femmes dans les cadres supérieurs aujourd'hui pour comprendre un peu vos ambitions? Et petite question vraiment subsidiaire sur le fonds agriculture, est-ce qu'il est déjà levé? Ce sera sur vos fonds propres? Voilà, j'aimerais un peu plus de détails sur le financement de ce véhicule. Merci. Sur les engagements, tu veux dire un mot sur les engagements carbone ou pas? Notre neutralité à nous. Alors, bien entendu, ce qui est très très important, c'est que de tous les engagements que nous allons prendre, il va falloir justement les mesurer et puis également les tracer de manière à ce qu'ils puissent être en permanence vérifiés. Nous avons, on n'a pas encore forcément décidé sur la façon dont on va matérialiser tout ça, mais ce qui est certain, c'est que bien entendu, nous répondrons à ces engagements de transparence et de vérification de tous nos engagements. Nous travaillons également sur une plateforme qui puisse justement récolter également toutes ces données extra-financières au niveau de l'échelle du groupe, qui nous permettra aussi d'avoir une très bonne traçabilité. Nous allons aussi faire évoluer nos systèmes d'information pour que tout ce qui soit financé puisse être également tracé dans l'objet, de manière à pouvoir tenir les engagements que nous avons notamment au niveau du choix des clients dans l'épargne, du livret d'IPRENE vert. Donc beaucoup une maturité qui existe déjà, mais en tout cas beaucoup d'engagements et de travaux devant nous pour bâtir, mais nous aurons un dispositif complet autour de ces chiffres-là. Sur le fonds, simplement, juste par rapport en complément à ce que disait Gaël, donc c'est un fonds qui sera levé en fonction des ambitions. C'est un fonds l'important, c'est vraiment d'avoir une agriculture qui s'engage justement dans ces transitions, et c'est un fonds qui est large. C'est pour ça qu'on le veut à la fois equity et dette. Il est à la fois en amont sur la semence, les engrais, mais il est aussi sur la première transformation, la deuxième transformation, également sur la partie distribution. Et donc on veut vraiment accompagner toute la filière de l'amont à l'aval, de la fourche à la fourchette, pour rentrer et vraiment lancer cette transition. Et nous lèverons les fonds au fur et à mesure. Nous avons souhaité également mettre de la dette, à la fois en obligation, dette subordonnée, dette senior, justement pour pouvoir accompagner là aussi des tailles d'entreprises différentes, et puis aussi respecter effectivement les choix des agriculteurs, parce qu'un fonds equity peut éventuellement gêner quelqu'un. Donc on a vraiment une gamme qui est très large. Voilà. Et la troisième question, par contre... Non, je voulais revenir sur la question sur la neutralité carbone qui est aujourd'hui génériquement et généralement engagée pour 2050. Pour répéter que pour le groupe, nous avons tout de suite décliné cet engagement pour nos grandes activités. Michel l'a dit, mais je le répète, c'est toutes les activités bancaires, c'est les activités d'asset management, c'est les activités d'assurance. On a pris ce triple engagement de neutralité, et ces engagements internationaux et mondiaux nous contraignent de toute manière à définir une trajectoire et des étapes
ce qu'on doit proposer dans un délai assez court. Je pense que c'est d'ici fin 2022 au plus tard où nous devons présenter notre trajectoire en tant que telle, qui doit être de toute façon validée par des autorités extérieures. Donc là, on est dans les engagements, j'allais dire classiques, généraux, tant mieux. Mais de toute façon, le côté progressif et graduel, vérifié par des autorités, c'est quelque chose auquel, de toute manière, on ne peut pas échapper. Et au fond, tous les établissements vont présenter, auxquels ils doivent se soumettre. Alors, sur le scope 3, qui est quand même la mesure la plus, comment dire, la plus lourde pour nous, parce qu'on parle de notre émission carbone, et puis après, on parle de l'émission carbone des clients. Bon, je pense que là-dessus, Jacques peut apporter quelques précisions qui peuvent être utiles. Oui, alors c'est finalement un complément à la question qui était posée sur l'indice de transition énergétique. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on finance par exemple un aciériste ou quand on finance un fabricant d'engrais ou un fabricant de ciment, aujourd'hui, cette entreprise, elle a elle-même une empreinte carbone, donc on va mesurer dans notre scope 3. Selon les processus industriels qui sont mis en place, que ça soit dans l'acier, dans le ciment, dans les engrais, vous pouvez plus ou moins consommer de CO2 et émettre du CO2. Donc notre rôle à nous, en tant que groupe bancaire, c'est d'être capable d'analyser dans le détail, avec bien entendu nos clients, le process qu'ils utilisent et de constater que vous avez par exemple une entreprise en Suède qui aujourd'hui a réduit de 90% ses émissions de carbone dans le processus de production de l'acier. De constater que dans la production d'engrais, et on l'a dit un peu plus tôt, l'engrais c'est essentiel si on veut pouvoir nourrir une population qui va s'accroître de 2 milliards. Il y a différentes techniques, là encore d'ailleurs avec l'hydrogène, c'est pour ça qu'on crée, qu'on développe cette plateforme hydrogène. Il y a différentes techniques qui permettent d'avoir une empreinte carbone plus ou moins forte. Et donc l'idée, c'est progressivement de descendre tous les secteurs d'activité, d'en déduire une forme d'empreinte carbone de nos portefeuilles de financement, et à partir de là, de constater année après année qu'à travers toute l'action qu'on a décrite depuis le début, qu'on pousse progressivement à une réduction très forte de notre empreinte carbone pour arriver à la fin à l'objectif de net zéro. Mais ça suppose vraiment, ce que je disais un peu avant, une approche très très granulaire, très sectorielle, et qui quelque part correspond très bien à l'ADN de ce groupe, parce que c'est l'ADN d'un groupe qui finance l'économie réelle, c'est un ADN d'entrepreneur, et donc qui est particulièrement à même d'aller regarder justement dans le détail de ce qui fait une entreprise, son processus industriel, et de l'aider à financer cette transition. Je compulsais de manière un peu hâtive mon téléphone. Je vois si un ami m'avait envoyé un texto, mais ce n'est pas le cas. Alors, j'ai pas le chiffre pour le groupe, mais pour les caisses, on est en fonction des classifications, parce qu'il y a plusieurs classifications dans les cadres sup, entre 25 et 30%. Et on se donne l'objectif d'être plutôt à 40% à horizon 2025. Je pense que pour le groupe, on doit être entre 25 et 30%. Mais on vous donnera le chiffre de manière plus précise post-conférence. Une question à distance. Kevin Trublet de l'AFP, je vous laisse poser votre question, peut-être mettre votre caméra si vous en avez la possibilité. Bonjour, merci pour cette présentation. Je prenais plusieurs questions. Concernant les engagements sur les énergies fossiles, l'AIE a déclaré que pour respecter les accords de Paris, il fallait mettre fin à tout projet d'exploitation et d'extraction d'énergie fossile, même conventionnelle. Certaines concurrentes, banques concurrentes, ont fait des engagements là-dessus, même si elles sont moins exposées que vous, j'en conviens. Vous n'avez pas pris d'engagement sur l'arrêt de nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, et est-ce que ce n'est pas un manque dans votre stratégie? Deuxième question, vous avez annoncé un certain nombre d'engagements pour aider à la transition énergétique, alors que ce soit au niveau des bâtiments, des véhicules ou du nouveau modèle agricole. Comment vous comptez mesurer les avancées de cet accompagnement pour que ça aille au-delà d'engagements oraux? Et enfin, dernière question qui n'est pas exactement le sujet, mais je profite de votre présence sur l'agriculture et l'assurance agricole. Plusieurs syndicats ce matin ont annoncé que les assureurs, et notamment Pacifica, avaient annoncé des augmentations de tarifs de 10 à 25% pour 2022. Donc je voulais avoir éventuellement une confirmation et une explication si c'était le cas. Merci. Sur le premier point, je vais peut-être faire quelques commentaires généraux, parce que je sais, je connais les engagements importants et utiles aussi de nos concurrents en la matière. Et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur le fait qu'il ne faut pas confondre verdir son bilan et aider à verdir l'économie.
ce sont deux exercices qui peuvent être très différents. Voilà. Ceux qui ne veulent pas financer les énergies fossiles vont être très verts, mais la France, l'Europe, continue à consommer de l'énergie fossile. Et sauf miracle, nous faisons l'hypothèse qu'en 2025-2030, la France aura encore besoin de consommer de l'énergie fossile. On espère le moins possible, on espère avec des captures de carbone. Mais si vous financez l'économie, vous ne pouvez pas vous contenter de dire moi, je vais financer que ce qui me fera apparaître propre. Donc la question principale, elle est quand même latente. Je pense qu'elle va arriver, mais c'est compliqué. Il faut le comprendre. Des autorités européennes et nationales qui nous donnent la macro-trajectoire, qui disent, quitte à ce que ce soit évidemment imprécis, voire faux dans le temps, voilà ce que nous souhaitons voir évoluer en termes de mix énergétique en France et en Europe, pour que nous soyons des banques citoyennes et modèles pour accompagner cela. Et franchement, ceux qui diraient, moi, je ne veux pas du fossile, c'est ce qui n'est pas du tout dans cette logique-là, parce que du fossile, il y en a, il y en aura encore. Et donc, nous, ce que nous avons annoncé, c'est quelque chose qui, comment dire, on ne connaît pas la cible, mais on connaît la direction. Donc, nous n'hésitons pas à nous engager sur le fait que nous ne financerons plus tout ce qui est aujourd'hui particulièrement polluant et que d'autres financeront à travers la planète. N'en doutez pas un instant, on les a cités. Nous réduirons de 20% en 2025, ça vient vite, 2025, notre financement pétrole, extraction de pétrole, et nous augmenterons de façon très significative nos financements d'énergie renouvelable. Donc vous voyez un Crédit Agricole qui, hier, aujourd'hui et demain, s'inscrit dans non seulement accompagner l'économie telle qu'elle est, mais aider à la transformation. J'insiste un instant sur ce point-là, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui, notamment on peut le dire, d'agences de notation, d'observateurs qui, au fond, se contenteraient que finalement on saute du train. Bon, enfin, après tout, la transition énergétique, c'est pour les autres. Et nous, on financerait, par exemple, on n'aurait jamais dû financer l'Airbus A220, qui consomme beaucoup, beaucoup moins de carburant que ses prédécesseurs. Parce qu'en taxonomie, il peut être classé marron. Ça consomme du carburant, quand même, un avion. Et donc, je pense qu'il y a une question qui est quand même essentielle, qui est difficile pour nous, c'est que, évidemment, tout est affaire de transition. On ne peut pas se contenter de dire non, mais on prend l'économie telle qu'elle est. Il faut qu'on fasse jouer toute notre force de traction, d'accompagnement, d'incitation. Mais ça ne se joue pas sur le thème je prends ou je ne prends pas. Voilà. Et donc, nos engagements pétrole peuvent paraître aujourd'hui peut-être moins disants que d'autres. Je pense qu'ils sont responsables au sens de l'orientation que nous prenons et au sens du fait que, oui, nous continuerons à être le financeur principal de l'économie française telle qu'elle est. Si nous pouvons accompagner et accélérer ces réductions-là, parce que de facto, la France notamment aurait besoin de moins de consommation fossile, on le fera sans aucune hésitation. Et si on voit apparaître de nouveaux mix énergétiques qu'on n'imagine pas à l'instant, il faut espérer quand même que nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les solutions technologiques pour faire des énergies renouvelables. Nous financerons massivement ces nouvelles énergies renouvelables qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc il faut là aussi faire attention que cette transition est très importante, elle est difficile parce qu'elle n'est pas spontanée, mais il ne faut pas jouer au concours de beauté. Ce n'est pas qui va annoncer le mieux aujourd'hui, indépendamment des trajectoires possibles. Voilà. Et dans ce cadre-là, je pense que nous faisons ce qu'il faut pour accompagner. Alors, une partie de la question, je me rappelle juste que le reste, c'est Jacques qui pourrait y répondre, mais je ne me rappelle plus de la fin de la question. Sur les mesures d'impact ? Oui, pardon, sur oui. tous les engagements concernant l'accompagnement des transitions énergétiques des logements. Ah non, pardon. Donc Michel, on va te redonner la question sur comment peut-on mesurer l'accompagnement que l'on fait. Mais le temps que tu prennes le micro, je voudrais là aussi illustrer ce que je disais au tout début en disant, est-ce qu'on vous présente le projet sociétal ? Parce que ça, voilà, c'est utile, c'est positif, c'est en plus. Ou est-ce qu'on vous présente la façon dont nous nous mettons acteurs de l'économie ? Je voudrais juste dire qu'il y a 30 ou 40 ans, lorsque le Crédit Agricole s'est engagé, pour de vrai, je l'ai vécu, hélas, vu mon état civil, à faciliter l'accès à la propriété au logement, ça n'était pas dit on va mesurer l'impact. On ne s'est pas donné des mesures. On l'a juste fait. Et le résultat, c'est notre capacité d'entraînement avec une société qui suit ou qui ne suit pas. Autrement dit, être vraiment facilitateur de transformation sociétale, ce n'est pas la même chose que prendre des engagements qui paraîtraient contraints. Et donc, nous sommes vraiment dans des choses qui relèvent du vrai business, de la vraie activité. Et donc, j'ai envie de vous dire que nous, notre objectif, c'est le plus possible et le plus vite possible.
Et on ne se préoccupe pas tant de savoir combien on en aura fait dans 3 ans que de savoir à quelle vitesse nous serons prêts en termes d'offres et d'accompagnement pour permettre au plus grand nombre, en granularité, de participer à tout ceci. Mais peut-être qu'entre-temps, Michel a quand même une réponse plus précise à vous apporter. Non, au contraire, parce que justement, je pense que tu as tout dit là-dessus. C'est vraiment notre engagement. Et on a montré justement que le Crédit Agricole, en s'engageant depuis des années, a réalisé de grandes choses, justement, pour la société et l'économie. Ça a été dit par le président en début. On rendra compte, donc on pourra mesurer beaucoup de choses. C'est-à-dire que véritablement, on n'aura pas peur. Et au contraire, d'avoir cette transparence sur l'avancée et comment finalement nos clients mènent leur propre transformation avec notre appui. On est dans quelque chose où vous voyez, c'est pas nous qui avons la main, c'est les clients, mais en revanche, ce qu'on a voulu, et c'est pour ça qu'on est parti des constats, c'est que on pourrait dire, voilà, sur la rénovation énergétique des logements, on va en prendre tant, et nous raisonnons totalement différemment en disant il y a un besoin de société urgent sur 4,8 millions de passoires thermiques, il y a 31 millions de logements, et donc il faut s'engager et faire en sorte justement que le maximum de particuliers puissent rénover dans de bonnes conditions avec les bonnes personnes leur logement. Donc voilà, nous verrons. Mais nous sommes, j'ai envie de dire, à la fois il faut être humble face justement à cette transformation par exemple, sur le sujet de la rénovation énergétique, et en même fois il faut être déterminé, engagé. Et encore une fois, nous avons 54 millions de clients, nous avons une force particulière sur la France, et donc nous espérons que nous enclencherons ce mouvement, mais qui est d'abord une décision des clients. Mais encore faut-il bien les aider, les accompagner, c'est ce que nous allons faire. Ce qu'on vous indique, ce que vous a indiqué Michel également tout à l'heure, c'est que tous nos investissements, toutes nos démarches, conseils et accompagnement financement prendront en compte ces informations liées aux transitions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. D'ailleurs, ces informations n'étaient pas disponibles. C'est-à-dire d'écrire aujourd'hui, nous sommes le premier acteur du financement logement, prenons le cas du logement, d'écrire aujourd'hui ce qui est dans nos bilans finance des logements aujourd'hui adaptés aux exigences environnementales ou des passoires thermiques, nous ne savons pas le faire, l'information n'existait pas. Les données aujourd'hui liées aux transactions sont enrichies, existent. Nous allons les prendre en compte et les mesurer dans le temps. Donc c'est un changement extrêmement important qui suppose d'enrichir nos systèmes d'information systématiquement et nous permettra de mesurer au fur et à mesure du temps et d'avoir, vous savez, une durée moyenne de financement logement, c'est 6 ans. Hein. Quand on reprend dans quelques années, nous aurons une vision très concrète de la part des financements logements adaptés ou pas. Cette démarche décrite pour le logement, elle est valable pour l'ensemble des financements et investissements que nous allons prendre en compte. Bien, Pierre. Voilà, il y avait peut-être un dernier volet qui concerne l'assurance récolte. Alors, je vais dire l'assurance récolte actuelle. Il faut que vous ayez en tête que c'est une activité qui est lourdement déficitaire depuis d'assez nombreuses années, raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup d'assureurs se sont retirés. Et donc aujourd'hui, vous avez principalement 2 assureurs, nous-mêmes et Groupama, qui assureront cette activité, j'allais dire, qui l'assureront dans le respect de notre raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. C'est l'intérêt de la société, c'est l'intérêt de l'agriculture française. Et donc, effectivement, nous allons procéder à des rééquilibrages tarifaires de manière à se rapprocher d'un équilibre d'exploitation sur cette activité. Alors, ça concerne bien sûr que la partie récolte, donc on ne parle pas des machines agricoles, des bâtiments, de manière à conserver un peu de viabilité. Bien sûr, nous soutenons le projet de loi sur l'assurance récolte qui est examiné par le Conseil des ministres en ce moment, qui devrait permettre de poursuivre cette activité dans des bonnes conditions d'équilibre économique et en alliant quelque part à la fois la capacité de l'assureur que nous sommes et la capacité d'intervention de l'État, et surtout en articulant bien ce qui est intervention privée et intervention publique, ce qui n'est pas le cas dans le dispositif actuel. Oui, bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. J'ai 3-4 petites questions. Ce que vous proposez aujourd'hui, ça peut se faire à cadre
prudentiel et comptable constant, ou est-ce qu'il y a des évolutions à attendre pour aller plus loin, mais aller plus vite, ou tout simplement le faire? Première question. J'aimerais revenir sur le fonds de private equity que vous évoquez. Les 1 milliard, c'est à l'arrivée ou c'est au départ? Est-ce qu'il y a un levier de dette supplémentaire? Et qui vient? Vous avez évoqué des choses pan-européens, donc est-ce qu'il y a déjà des engagements d'investissement qui sont pris par ailleurs? Ou est-ce que c'est surtout le groupe et les clients du groupe qui, par l'intermédiaire d'Amundi ou de l'assurance, vont financer ça? J'ai pas très bien compris l'histoire des agences et des bornes. Ça veut dire que vous allez équiper vos 8000 agences de bornes de recharge, c'est ça, d'accord? Et c'est un plan d'investissement de quel ordre, le cas échéant? Et la dernière question porte sur le renoncement de 20% du pétrole d'ici à 2025. C'est toujours des engagements les proportions sont toujours spectaculaires ou faibles selon la façon dont on les regarde. Est-ce qu'on peut traduire ça en PNB? Parce que j'imagine que le financement au pétrole, c'est pas une ligne de crédit toute simple, c'est souvent des financements de projets, c'est très structuré, c'est très compliqué, et c'est beaucoup de parties prenantes dans la banque et à l'extérieur. Donc comment ça se mesure, les revenus auxquels vous allez renoncer avec une telle décision? Je vais commencer sur cette question. D'abord, pour répondre clairement qu'on n'avait pas le cadre prudentiel en tête. On parle souvent du cadre prudentiel et réglementaire comme étant souvent, contraignant. On ne peut pas le mettre partout. Là, en l'occurrence, on parle de notre responsabilité. Ce que nous faisons, nous, pour aider aux transformations. Et le cadre prudentiel peut aider ou peut gêner, mais ce n'est pas le sujet principal. Tout ce que nous faisons là, tout ce que nous annonçons, nous sommes capables de le faire dans le cadre prudentiel actuel. Et je ne vois pas du tout les autorités venir nous limiter notre capacité d'action en la matière. Ta question, Lionel, aussi bien sur le premier sujet que sur le dernier, montre encore clairement, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début, mais c'est difficile pour moi d'expliquer ça en quelques mots, c'est que on a toujours l'impression qu'on est face à quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'il faudrait renoncer pour passer dans la nouvelle économie. Renoncer, ça ne fera pas la nouvelle économie. On a l'impression, du coup, que dans les entreprises, les banques en particulier, les entreprises, on ne produit que des impacts négatifs et après, il faut des RSE pour avoir des impacts positifs correcteurs. J'espère qu'au moins la liste d'actions non exhaustives qu'on vous donne montre que ça, c'est du business correctement aligné, correctement orienté par rapport aux défis de la société. Quand on dit moins 20% d'extraction de pétrole d'ici 2025 et plus 50-60% financement des énergies renouvelables, ou de doubler nos encours de financement sur les énergies renouvelables à tel ou tel endroit. On ne fait que décrire la transformation du tout. Nous demander à combien on a renoncé de PNB sur la première partie, on n'a même pas fait le calcul. En revanche, je te rassure, on donnera notre PMT 2025 dans quelques temps pour montrer que notre intention, c'est qu'en accompagnant les transformations, non seulement on doit continuer à se développer, mais je pense qu'on s'ancre encore plus profondément dans ce qui paraissait être une théorie, mais qui est une pratique managériale. Il n'y a pas de développement ni de profitabilité si tu n'es pas ancré sur les utilités. Le grand shift, le grand renversement, c'est qu'on ne peut plus se contenter de ne manager que l'intérêt de nos clients individuellement. Il apparaît des intérêts collectifs, chahutés, stressants, sur lesquels il y a des côtés anxiogènes évidents, mais c'est des business. Quand on s'est mis à vouloir financer l'acquisition de la propriété au logement, ça nous a rendu, 20 ans plus tard, le leader en France du crédit immobilier. On a fait, je pense, entre guillemets, une action sociétale, mais ce n'est pas chance, ça nous a profité, c'est normal que ça nous profite. Et donc, à moins que Jacques ait un chiffre plus précis là-dessus, mais évidemment, on donnera nos résultats prévisionnels 2025, y compris par activité les unes les autres, mais je pense que le moins 20%, si tu poses la question, c'est que tu penses qu'on prend un engagement de nous retenir, de renoncer. On prend un engagement de favoriser la transition vers plus de vert et moins de marron. Et pour le coup, on ne fait pas le coup d'autre qui dit non, le marron, ça ne nous intéresse pas. Voilà, je le dis au passage. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous pourrez apprécier sur les performances 2021, sur les performances annoncées pour la suite et pour 2025, si au fond, non pas notre pari, mais notre conviction qui est chromosomique, c'est que quand on se met dans l'accompagnement de la société, si on le fait bien, si on ne se rate pas, eh bien, ça permet le développement.
Donc nous, on ne vit pas du tout ces annonces-là comme étant une addition dans laquelle je dis, oula, là, il faut arrêter, ça nous coûtera trop cher. Pas du tout. Et je crains que pour des raisons qui peuvent être expliquées, mais qui sont totalement irrationnelles, on pense que les défis sociétaux, c'est des choses qui concernent les renonciations et qu'au fond, pour être positif, il faut être moins profitable. C'est faux. C'est faux. En tout cas, ça n'a aucune rationalité. Je disais tout à l'heure, pourquoi l'économie de l'hydrogène ne serait pas aussi rentable que l'économie du carbone? Personne n'y a jamais réfléchi. Il n'y a pas la moindre idée là-dessus. Mais il y a cette idée que s'il faut faire quelque chose de plus positif, alors il faut renoncer. Bon, tout ça pour dire longuement que je n'ai pas le chiffre sur la renonciation, entre guillemets, de PNB sur le moins 20%, mais je suis certain d'avance que nous présenterons des résultats et des activités en développement dans le groupe, en accompagnant, et peut-être meilleur encore, en accompagnant correctement ces stratégies-là. Tu veux dire quelque chose sur l'énergie fossile, Jacques? Non, juste en complément. Alors effectivement, d'abord c'est compliqué d'évaluer très précisément, mais les ordres de grandeur, si vous voulez, c'est quelques dizaines de millions d'euros de revenus et c'est quelques milliards d'euros d'encours. Donc c'est à la fois substantiel. On n'est pas en train de parler d'une mesure qui est une mesure purement optique, parce que des milliards d'euros d'encours, ça compte. Mais en même temps, c'est pas effectivement une mesure dont le coût perturbe particulièrement la trajectoire. Mais comme le disait Philippe, c'est presque pas l'enjeu, c'est amusant. La question presque, moi, me surprend. On ne s'est pas posé la question de savoir alors à quel curseur on met pour que ça soit pas trop douloureux. Non, pas du tout. On a le sentiment de toute façon qu'on a devant nous, si on est capable d'accompagner les entreprises dans cette transition énergétique, enfin, notre métier, nos revenus vont être absolument en croissance permanente parce que les besoins sont colossaux. Et oui, on réduira certaines activités, on en augmentera d'autres. C'est même pas un jeu à somme nulle parce qu'on pense là encore qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais les ordres de grandeur, c'est à peu près ça. Je dirais un peu moins de 2 milliards d'euros d'encours et 20-30 millions d'euros de revenus directs et probablement un peu plus sur l'indirect. Sur les bornes de recharge, donc effectivement, nous allons maintenant regarder sur toutes nos agences. D'ailleurs, c'est un engagement qui concerne la France et puis également l'Italie. Nous allons regarder ce que vous pouvez faire. Il y a peut-être des endroits où on ne pourra pas en mettre, peut-être des endroits où on pourra en mettre une, deux. En plus, c'est des recharges rapides qu'il faut mettre parce que l'objectif, c'est que le chargement soit rapide. Donc, c'est un coût qui est assez important aujourd'hui. Les bornes de recharge rapide, on est plutôt entre 20 et 30 KE. Donc nous allons voir comment nous montons en puissance sur 2025, mais le budget pour nous va être entre 40 et 60 millions à minima. Donc c'est un investissement qui est très important pour le groupe Crédit Agricole. Voilà, donc, et encore une fois, on verra à quelle vitesse nous pouvons les déployer, parce que bon, là aussi, on est sur la voirie, etc. Enfin, il y a plein d'autorisations avant de pouvoir le faire. En tout cas, l'engagement collectif est fort et va nécessiter des investissements significatifs. Puis pour le fonds, je crois que le milliard, il exprime surtout une ambition. L'ambition d'accompagner et de mobiliser des capitaux, groupes et pourquoi pas d'investisseurs, sur un sujet majeur d'accompagnement de l'agriculture qui va demander beaucoup d'investissements. Et on le décrira, mais on a plutôt en tête des compartiments qui pourraient, avec des thèses spécifiques, servir des objets qui vont de l'innovation à l'amorçage, à l'accélération. Et là, ça suppose d'avoir des compartiments bien précis et bien déterminés. Des outils également d'equity qui, vous le savez, sont très différents, mais jusqu'au fonds de dette, qu'on maîtrise parfaitement et qu'Amundi connaît très bien. Et sur ces sujets, nous pouvons mobiliser également l'intérêt d'investisseurs, parce que ce n'est pas très grave si au-delà des fonds propres que nos entités vont allouer, on réussit à mobiliser et intéresser des partenaires. Ce qu'on sait aussi faire dans nos pratiques avec Amundi, avec CACIB, de façon très courante. Voilà, ce qui est vraiment essentiel, c'est au moins 1 milliard pour la transformation agri et agro. Et ça me permet de signaler d'ailleurs que nos villages, vous le savez, sur la partie innovation, Gaël a donné quelques illustrations, sont extrêmement actifs. Nos 42 villages sont très actifs. On accompagne depuis l'origine plus de 1300 startups, avec la particularité de ne pas accompagner uniquement des fintech à surtech. Ce sont des startups qui accompagnent les transformations de l'économie. Nos 42 villages, nos 1380 startups actuelles sont d'ailleurs accompagnés par presque 700 partenaires, entreprises qui se greffent dans ces écosystèmes innovation. Nous allons et nous ouvrons les villages à cette réflexion justement d'accompagnement des transitions pour faire en sorte qu'aussi il y ait des lieux
partout, en France et international, puisque nous avons des villages au Luxembourg, en Italie, au Japon même, pour qu'on ait dans ces écosystèmes d'innovation, on travaille également à améliorer ou à accueillir ceux qui vont réfléchir aux bonnes méthodes pour transformer et accompagner, accélérer ces transitions. Bien, nous pouvons prendre une dernière question si vous le souhaitez, que ce soit en ligne ou dans la salle. Sylvie, attendez, je vous apporte le micro. Merci, c'est juste pour revenir sur les critères de performance extra-financière. L'objectif, c'est dans 100% de l'analyse. Actuellement, on estime qu'on en est à peu près à combien? Et ma deuxième question, c'est savoir, est-ce que vous pensez que dans ce domaine, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une normalisation ou une initiative collective, ça pourrait faciliter la vie des entreprises, parce que c'est quand même derrière un gros boulot de données à renseigner, il faut rentrer dans les cases. Enfin, c'est pas pour partir battu, hein, au contraire, mais justement, est-ce que c'est pas le moment de simplifier un peu la vie de tout à chacun? Mais bon, voilà. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a une norme derrière à laquelle vous vous raccrochez, enfin, ou une famille de normes aussi? Alors, vous avez entièrement raison. C'est très frappant. Moi, je me suis amusé à regarder, par exemple, pour une entreprise donnée, quelle était l'estimation du scope 3 de cette entreprise quand on prenait trois agences de notation. Et en fait, les chiffres vont de 1 à 5. Donc, il y a vraiment des écarts absolument colossaux. Et il y a un énorme travail à faire sur à la fois la donnée et sur la méthodologie. Tant qu'on n'aura pas uniformisé dans une certaine mesure ces données-là, on aura beaucoup de mal à faire des calculs qui soient précis. Mais en même temps, c'est les premiers pas qui comptent. Il faut s'engager dans cette démarche-là. Il faut avoir un dialogue entre les différents acteurs bancaires et puis avec les clients pour essayer de définir avec eux une norme des données, le faire au sein de la banque, à la fois entre les activités de banque d'investissement, les activités d'asset management, l'ensemble des métiers du groupe, de façon à élaborer cette méthodologie. C'est un énorme chantier. Après, sur où est-ce qu'on en est? Alors, on veut atteindre 100%, ça ne veut pas dire qu'on est à 43 ou 28 aujourd'hui et qu'on va progresser pour 100%. C'est plutôt l'idée de dire, dans tous les cas de figure, on veut qu'il y ait une composante extra-financière qui soit incorporée de façon systématique dans nos process, dans l'évaluation des opérations de financement que l'on met en œuvre. Et voilà. Et ça, on va le dérouler assez vite. Alors, donc, pour ceux qui n'entendent pas, donc la question c'est est-ce qu'il y a un aspect climatique compte tenu des stress tests? Alors, d'abord, les stress tests qui existent aujourd'hui, c'est des stress tests qui sont à des horizons assez lointains. Donc, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de commencer à réfléchir à comment on peut appréhender le risque climatique à l'intérieur de nos portefeuilles. Mais nous, on a un objectif qui est beaucoup plus court. Hein. Quand on voit les engagements qu'on prend sur le pétrole, par exemple, c'est 2025. Donc, on va aller beaucoup plus vite que ces stress climatiques. Et non, ce n'est pas simplement un engagement qu'on prend sur le secteur du changement climatique. Je vais prendre un exemple qui va probablement vous parler. Toute la problématique de la biodiversité, qui est une problématique qui est finalement aussi désastreuse peut-être que les impacts du changement climatique, mais plus insidieuse parce que quelque part on la mesure beaucoup moins facilement, on la voit moins facilement que les grands incendies en Australie ou les problématiques d'inondation dans certaines régions. Ben ça par exemple c'est aussi un critère, d'ailleurs on l'a vu, on a été les signataires très très tôt de toute une série de mesures là-dessus. Et puis d'une façon générale sur tous les engagements sociétaux, ça aussi c'est de l'extra-financier. Finalement l'extra-financier c'est, pour prendre un terme un peu pompeux, c'est internaliser les externalités, c'est-à-dire finalement de dire quand on est une entreprise, on produit des déchets, on peut avoir une action sur la biodiversité, on peut avoir une action sur le changement climatique, et c'est pas simplement un compte d'exploitation qu'on regarde, c'est finalement la position de l'entreprise dans la société. Bien. Est-ce qu'il y a une question ou nous arrêtons pour l'instant à distance? Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous. Pour celles qui sont à distance et celles qui sont en présence, bien sûr, vous pouvez continuer à discuter avec nos dirigeants.